Bonjour, donc Agnès Hennequin, je suis chargée de mission biodiversité et aménagement du territoire à l'Agence régionale pour l'environnement PACA. Du coup, je vais vous présenter un retour d'expérience sur l'utilisation de MOS dans la déclinaison de trame verte et bleue locale. Et également, je vous présenterai des outils qu'on a développés pour justement aider à utiliser ce MOS pour des analyses justement écologiques de ce type. Du coup, en fait, l'Agence régionale pour l'environnement, si vous ne nous connaissez pas, en fait, on est un syndicat mixte qui vient en appui aux collectivités dans la prise en compte du développement durable et donc incluant la biodiversité. Et on a donc animé un groupe projet en 2014-2015 qui portait sur l'arrière-pays provençal et qui se tenait dans le cadre du réseau régional des espaces naturels protégés, donc le REN-PACA, qu'on anime à l'ARP. L'idée, c'était d'appuyer les membres de ce réseau dans la déclinaison du schéma régional de cohérence écologique, donc la trame verte et bleue régionale, qui a été approuvée en 2014, à l'échelle de leur territoire. Alors pourquoi ces gestionnaires d'espaces naturels protégés, donc notamment des parcs naturels régionaux? C'est parce que les chartes de parcs sont opposables aux SCOT, donc les PNR avaient tout intérêt en fait à développer des trames vertes et bleues pour qu'ensuite elles soient correctement prises en compte à l'échelle des SCOT et ensuite des plans locaux d'urbanisme. Donc du coup, ce groupe projet, c'était un partenariat donc, avec un laboratoire de recherche, l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale. 8 parcs naturels régionaux, alors j'ai mis un petit P devant parce qu'il y en a qui étaient des projets à l'époque et qui le sont toujours d'ailleurs maintenant pour certains, le Ventoux, et le grand site Sainte-Victoire, et donc animé par l'ARP. Donc dans le cadre de ce groupe projet, on a en fait travaillé sur ce territoire de l'arrière-pays qui apparaît en vert, et on a défini des sites ateliers, donc 3 sites qui sont ceux qui apparaissent en marron-orange, sur lesquels en fait on a testé l'utilisation de données de type occupation du sol pour réaliser des analyses de continuité écologique un peu expérimentales avec ce labo de recherche. Du coup, au départ, on s'est posé la question en fait, des données d'entrée pour une analyse trame verte et bleue. Donc bien sûr, en faisant un peu de benchmarking, on s'est aperçu que la plupart des analyses de continuité écologique étaient basées sur des données d'occupation du sol, et notamment le SRCE PACA qui s'est basé sur l'OCSOL 2006 régional du CRIJ. Pour une échelle régionale qui était donc pertinente, effectivement, cette donnée, mais qui ne l'est pas pour une donnée infrarégionale. On s'est posé la question d'utiliser des cartes d'habitat naturel, mais en fait, la plupart sont moins précises que des MOS. Elles ont une homogénéité qui n'est pas garantie et elles ne sont pas disponibles sur l'ensemble des territoires. Elles concernent principalement, finalement, les secteurs Natura 2000. Il était nécessaire d'avoir sur ces données d'occupation du sol une résolution qui permette de décrire l'utilisation des milieux et des éléments paysagers par des espèces représentatives des continuités écologiques. Voilà, donc c'est vrai que certains territoires souhaitent présenter des résultats lissés, en fait, avoir une trame verte et bleue un peu plus floue pour pas être trop prescriptif, mais l'idée c'est quand même que ça soit fondé sur une analyse précise et donc une bonne connaissance du territoire, donc des données suffisamment précises. Du coup, le principe d'une analyse trame verte et bleue, bien souvent, en fait, c'est la méthode d'un scoring. Donc le scoring, en fait, c'est qu'on va croiser finalement les données écologiques avec une occupation du sol, qu'elle soit régionale ou MOS. Après, je zoomerai un peu sur l'utilisation du MOS. Mais le principe, par exemple, de l'analyse du schéma régional de cohérence écologique PACA, c'est en fait d'attribuer à chaque type de milieu, donc que vous voyez dans le tableau de gauche, un score qui correspond à l'utilisation qui va être faite par une espèce de ce milieu. Donc 0, ça veut dire que ce milieu est défavorable pour l'espèce qu'on considère, donc ici la pie-grièche méridionale, et ça va jusqu'à 3, donc 3 c'est vraiment un milieu qui est a priori très favorable pour cette espèce, où elle peut accomplir l'ensemble de son cycle de vie, donc se nourrir, se reposer, se reproduire. Ensuite, l'idée, c'est souvent d'additionner ces scores. Donc, on joue le jeu sur une première espèce, en fait. Donc, on a une occupation du sol. Pour une espèce A, donc, on attribue les scores correspondant à chaque occupation du sol. On fait pareil pour l'espèce B, pour l'espèce C, etc. Et à la fin, on additionne tous ces scores et ça permet de déterminer des zones un peu riches en biodiversité qui pourraient correspondre à des réservoirs de biodiversité. Donc voilà, ça explique comment une occupation du sol
est souvent utilisé pour élaborer une trame verte et bleue. Le désavantage quand même de cette méthode, je le signale, c'est que du coup ça peut peut-être lisser une espèce qui aurait des besoins vraiment antagonistes par rapport aux autres. Elle sera peut-être pas représentée dans cette méthode du scoring puisque voilà, c'est une somme, donc on fait ressortir les éléments les plus favorables à la biodiversité de manière générale, mais on peut oublier certaines espèces au passage. Du coup, dans le cadre de notre groupe projet, du coup, pour nos sites ateliers, on a vu que sur un des sites ateliers, il y avait un MOS qui était disponible puisqu'il était situé sur le SCOT du Pays d'Aix. C'était un site atelier situé sur le piémont sud de la Sainte-Victoire. Du coup, on a pris le MOS pour voir ce que ça pouvait donner et on s'est aperçu, comme ça a été dit tout à l'heure, que c'était une donnée qui était quand même pertinente pour faire une trame verte et bleue. Déjà, elle a une résolution qui est satisfaisante pour une échelle locale ou une échelle de SCOT. La nomenclature est détaillée et emboîtée avec le niveau régional, comme ça a été dit. Elle permet de prendre en compte certains éléments du paysage, donc les haies, les bosquets, les ripisylves, les ruines, donc, ce qui est quand même très intéressant pour une étude des continuités écologiques. Voilà, donc au-delà de ça, il y avait également le dispositif d'aide au financement qui peut être intéressant quand même pour certains territoires de type parcs naturels régionaux. Et ce qu'on avait noté également qui était intéressant, c'est que c'est une nomenclature en 96 postes, comme ça a été dit tout à l'heure, avec la possibilité de décliner certains postes à un niveau 5. Par exemple, pour le porteur de projet, de préciser la différence entre garrigue haute, garrigue basse, ou encore, comme ça a été fait dans le parc naturel régional du Verdon, de différencier les amandiers des autres vergers, parce que les amandiers en fait, ont un intérêt écologique pour la chouette chevêche sur ce territoire. Voilà, donc c'est vrai que cette donnée nous est apparue comme pertinente. Sur nos 3 sites ateliers, il y en avait 2 où il n'y avait pas de MOS disponible. Il y avait un site autour de Carpentras. Maintenant, le MOS est disponible, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc on a voulu essayer de réaliser une occupation du sol composite à partir de données hétérogènes pour voir ce que ça donnait, si c'était pertinent. Donc on s'est basé sur le registre parcellaire graphique, donc c'est un recensement agricole qui permet donc en fait sur les bases des déclarations des agriculteurs d'avoir les différentes pratiques agricoles, les différents types de cultures, pardon. Donc avec un avantage par exemple de différencier les prairies temporaires des prairies permanentes, ce qui est intéressant sur un aspect écologique. Par contre, c'est une donnée qui n'est pas exhaustive puisqu'en fait c'est lié à des déclarations pour avoir des aides de l'Europe. Donc sur certaines cultures, les aides ne sont pas disponibles, donc elles ne sont pas déclarées. Par ailleurs, c'est un déclaratif à l'îlot et non pas à la parcelle, donc on a quand même un certain manque de précision. Ensuite, on s'est servi de la BD Forêt, qui a une bonne résolution pour compléter avec les espaces agricoles. On a aggloméré ça avec la BD Forêt, qui a une bonne résolution, mais qui oublie quand même certains éléments intéressants, comme les bosquets, les arbres isolés, etc. Et à signaler quand même que sa nomenclature, elle a été réfléchie pour une approche sylvicole et non pas écologique. Donc parfois, finalement, il y a des informations qui peuvent manquer pour une approche écologique, puisque ça n'a pas été conçu pour ça. On a également complété avec la BD Topo, qui notamment était intéressante pour décrire les éléments de fragmentation, donc les routes, les infrastructures linéaires, et également pour le réseau hydrographique. Et éventuellement à compléter avec la BD Ortho pour une numérisation complémentaire, mais qui est quand même fastidieuse. Voilà, donc en fait, la difficulté avec cette occupation du sol composite, c'est que déjà, on doit agglomérer des données qui n'ont pas les mêmes nomenclatures, donc ça donne un emboîtement de nomenclature qui est complexe. Et puis on s'est retrouvé avec beaucoup de zones non renseignées, notamment liées à la non-exhaustivité du RPG, et qu'on n'a pas réussi à remplacer par d'autres données. Donc là, c'est une illustration de cette carte. En fait, toutes les zones que vous voyez en clair, là, blanc-crème, ce sont les zones non renseignées. Et on n'a pas pu, on a essayé de compléter avec Log-Sol-PACA, mais en fait, sa résolution est tellement différente que ça générait vraiment une marge d'erreur trop importante. Donc ça a quand même atteint ses limites dans le cadre de l'expérimentation qu'on a faite. On n'a pas trouvé comment compléter ces données. Alors pour compléter quand même notamment le MOS du Pays d'Aix, ou sur d'autres territoires d'ailleurs, on avait proposé également de compléter avec d'autres données complémentaires, puisque notamment sur les territoires de parc, parfois on a des bases de données des cabanons par exemple qui peuvent être intéressantes pour certaines espèces. Parfois on a également la production d'une donnée des linéaires de haies, des arbres isolés, des alignements d'arbres.
On peut également avoir une information sur l'enherbement des parcelles agricoles, sur les pratiques agricoles, ça c'est plus rare, c'est très intéressant de savoir si une parcelle agricole est traitée ou non, puisque du coup il n'y aura pas du tout la même fonctionnalité écologique. Et on a également proposé en fait, pour test de générer en fait, avec un traitement SIG, de faire ressortir les interfaces enherbées des parcelles. Là, vous avez une plaine viticole qui paraît vraiment homogène et du coup, qui, pour une utilisation par certaines espèces, n'est pas forcément très favorable. Et en fait, avec un traitement SIG, on a fait ressortir les interfaces entre ces parcelles, interfaces qui, sur le terrain, en fait, s'avèrent souvent enherbées et donc génèrent des mini-corridors écologiques, finalement, à l'échelle locale. Voilà, donc on a constitué cette donnée. Et du coup, pour compléter en fait ce travail, en 2017, je vous ai expliqué tout à l'heure que voilà, les analyses de continuité écologique étaient fondées souvent sur un système de score où on attribue voilà, à chaque milieu une note en fonction de l'utilisation qui peut en être faite par une espèce. Du coup, pour le SRCE, ce travail avait été fait avec la nomenclature de l'Oxol 2006 et nous, on a souhaité le faire du coup sur la base de la nomenclature du MOS. Donc on a voulu proposer une matrice d'écologie basée sur la nomenclature du MOS pour 35 espèces faunistiques de PACA qu'on a choisies en fait avec les gestionnaires d'espaces naturels de notre groupe de travail qui leur apparaissaient pertinentes pour pouvoir faciliter la déclinaison des analyses TVB à l'échelle locale à partir d'un MOS. Du coup, on a été aidé par un stagiaire l'été dernier qui a fait ce travail avec nous. Déjà, la première chose qu'il a faite, c'est d'analyser les nomenclatures des MOS existants, produits par des SCOT ou des PNR, et du coup de voir quels avaient été les postes additionnels de niveau 5 qui avaient été proposés par ces porteurs de projets, puisque comme je vous l'ai dit, parfois ces petits postes de niveau 5 sont très intéressants, notamment voilà, la différenciation entre verger et amandier, ou encore voilà, garrigue haute, garrigue basse. On ne voulait pas oublier en fait, ces niveaux 5-là. Il a également proposé des regroupements parce que du coup on arrivait quand même à une nomenclature assez longue avec beaucoup de postes. Parfois, en termes d'analyse écologique, finalement, il y a des postes dont la différenciation n'était pas nécessaire. Donc on a proposé quelques regroupements pour quand même simplifier le tableau. Parallèlement à ça, on a choisi donc 35 espèces au mode de déplacement varié et appartenant avec différents taxons, comme je vous le disais, en concertation avec les membres du groupe de travail. Voilà, vous avez la liste pour information. On a des amphibiens, des insectes, des chauves-souris, des petits mammifères, des oiseaux et des reptiles. Voilà. Et ensuite, on a défini un système de codage, donc un peu sur la base de ce que je vous ai montré tout à l'heure, les codes de 0 à 3. Mais on voulait quand même, sur la base des réflexions de notre groupe de travail, préciser un peu ce système de codage. D'une part, il y a certaines espèces qui ont une utilisation de milieu qu'on appelle simple, c'est-à-dire qui vont pouvoir accomplir tout leur cycle de vie sur un seul type de milieu, par exemple des espèces qui vont être strictement forestières, qui vont pouvoir se reproduire, se déplacer, se nourrir, se reposer dans une forêt. On a défini donc des codes de très favorables à répulsifs, finalement, de haut en bas, moyennement favorable étant un milieu sur lequel l'espèce peut accomplir un ou deux de ses besoins vitaux. Donc un exemple ici pour le crapaud calamite. Donc voilà, on a une première colonne qui est remplie. Donc en utilisation du milieu simple comme ça, voilà, ça va de défavorable, même répulsif parfois, jusqu'à très favorable. Et ça permet donc de savoir quels sont les milieux dans le MOS qui sont a priori les plus utilisés par le crapaud calamite. Ensuite, on a un petit peu complexifié les choses, puisqu'en fait, il y a des espèces qui utilisent ce qu'on appelle une mosaïque de milieux. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont besoin d'avoir 2 ou 3 milieux les uns à côté des autres pour pouvoir accomplir leur cycle de vie. Par exemple, une chauve-souris, elle va nicher dans une falaise, elle va aller chasser dans une plaine agricole et elle va se déplacer le long d'une ripisylve, par exemple, d'un espace boisé. Du coup, si elle n'a pas ces 3 éléments, finalement, le territoire, il ne peut pas être vraiment utilisé par cette espèce. Alors comment, avec un MOS, représenter cet enjeu-là ? On a proposé une deuxième colonne qui s'appelle donc la colonne mosaïque paysagère, sur laquelle on a proposé un système de lettres, donc A, B, C. Le A correspond à un type d'utilisation de milieu. Par exemple, donc pour une chauve-souris, le A, ce serait les milieux de gîte. Le B, ce serait les milieux de déplacement. Et le C, les milieux de chasse.
Et donc on va définir l'habitat de cette espèce par une combinaison de ces trois. Il lui faut un milieu A à côté d'un milieu B et à côté d'un milieu C pour vraiment avoir son habitat potentiel. Voilà, je ne sais pas si c'est si c'est clair, je vais l'illustrer peut-être un peu plus. Alors d'ailleurs là, juste anecdotiquement, là donc c'est un exemple donc pour la chouette chevêche qui effectivement utilise des mosaïques paysagères. Idéalement, en tout cas, ces milieux les plus favorables sont constitués de mosaïques paysagères, donc de plusieurs milieux les uns à côté des autres. Vous avez vu que ce sont des milieux urbains, donc en fait, la trame verte et bleue, elle est aussi en ville. Voilà. Donc je voulais mettre cette illustration pour ne pas oublier la nature en ville. Du coup, une illustration de la mosaïque, là par exemple, vous avez une espèce qui utilise un peu de forêt à côté d'une prairie. Par exemple, elle est à l'état larvaire dans la forêt et quand elle est adulte, elle va manger dans la prairie. Donc on est allé encore plus loin en proposant des distances de pénétration dans les milieux, à savoir que l'espèce va utiliser en fait la lisière entre ces deux milieux. Elle va peut-être pas utiliser l'intégralité de la forêt si la forêt est trop éloignée de la prairie. Donc voilà, l'habitat il est défini par ces deux distances, cette zone tampon en fait entre cette zone lisière plus précisément entre les deux milieux. Donc à la fin, effectivement, quand on utilise cette matrice et qu'on l'applique sur un MOS, on obtient une carte d'habitat potentiel qui peut être donc support d'analyse trame verte et bleue. Donc en fait, le rouge, ce sont les milieux qui vont être défavorables pour l'espèce ou répulsifs. Et ensuite, vous avez un dégradé de vert du moins au plus favorable pour l'espèce. Du coup, en fait, vous pouvez faire soit le système de scoring, c'est-à-dire additionner plusieurs cartes d'habitat et voir les polygones sur lesquels on a une plus forte note et donc a priori une plus forte importance pour de nombreuses espèces, en tout cas un réservoir de biodiversité potentielle. Ou bien vous pouvez utiliser des méthodes un peu plus complexes comme celles qu'on a développées dans le cadre de notre groupe de travail avec l'IMBE, où pareil, en fait, on croise une carte des utilisations du sol avec les caractéristiques écologiques des espèces, comme je vous l'ai montré. On obtient des cartes d'habitat potentiel comme je vous les ai montrées. Et par contre, ensuite, on fait tourner un indice qu'on appelle l'indice de connexité, qui est une analyse spatiale, qui va vraiment analyser les potentialités de déplacement de l'espèce au sein du paysage. Donc ça va plus loin que simplement déterminer des habitats, ça va analyser les distances entre les tâches d'habitat et voir comment l'espèce peut se déplacer d'une tâche d'habitat à l'autre. C'est un peu plus précis et du coup, ça n'oublie pas justement les besoins de certaines espèces qui peuvent être très différents des autres. Donc voilà, c'est une autre proposition. C'est une méthode qui est en train d'être déclinée sur le parc naturel régional du Verdon notamment. Voilà, où ils ont fait leur MOS récemment et ils sont en train de travailler toujours avec l'IMBE pour décliner cette méthode d'analyse. Voilà, ça donne une illustration. Alors ça, c'était très expérimental. C'était une des premières cartes qu'on avait sorties sur le site de Puy-Loubier. Vous avez des taches en noir qui sont les taches sur lesquelles les habitats sont peu favorables et assez éloignés les uns des autres, donc l'espèce, a priori, ne peut pas se déplacer. Et en fait, plus vous êtes vers le vert et le bleu, plus vous avez en fait des taches d'habitat qui sont bien connectées entre elles. Avec du coup, on voit apparaître ici une sorte de couloir de déplacement qui peut-être est menacé de fermeture, sur lequel il faut peut-être avoir une vigilance. Voilà. Du coup, en conclusion, nous, ce qu'on a trouvé donc, suite à toutes ces expérimentations, c'est que le MOS est quand même un outil vraiment adapté, et tout à l'heure j'avais entendu par l'AUDAT incontournable, c'est vrai, je pense que c'est le cas, pour élaborer des TVB à l'échelle infrarégionale, donc SCOT, parcs naturels régionaux, communes. Il a une résolution adaptée, il a une nomenclature commune en fait, à tous les territoires, ce qui permet quand même une adaptabilité locale avec l'ajout de postes additionnels de niveau 5. On peut également ajouter des données complémentaires et bosquets, cabanons, voilà ce qu'on veut. Il y a également donc, ces outils qu'on propose à l'ARP là, avec les matrices d'écologie qui peuvent faciliter certaines analyses. Par contre, il y a quand même quelques limites. C'est que ce n'est pas une donnée sur les pratiques qui ont pourtant un impact vraiment important pour la fonctionnalité écologique des milieux, notamment les pratiques agricoles. Forcément, une parcelle traitée ou une parcelle bio, ça n'aura pas du tout le même intérêt pour les espèces. Pareil pour le traitement des bordures de route. Si on est sur une gestion différenciée, ce ne sera pas pareil que si on met du phytosanitaire. Et par ailleurs, certains éléments ne peuvent pas être représentés, forcément, parce que l'échelle ne le permet pas. Les haies qui sont un petit peu étroites, les bordures de champs enherbés, forcément, dans un MOS, si on ne fait pas un traitement additionnel, elles ne seront pas représentées.
Tout dépend encore une fois à quelle échelle on veut travailler. Voilà, donc je vous remercie. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce travail, il faut aller sur le site de l'ARP, soit m'appeler, me contacter, soit aller sur le site de l'ARP dans la rubrique Nos publications, biodiversité, espace naturel, SRCE et continuité écologique, ou sur le site de l'Observatoire régional de la biodiversité, PACA, où les documents sont également disponibles. Voilà, je vous remercie. Et je ne sais pas s'il y a des questions à cette heure-ci encore ou pas, mais... J'ai une question et une remarque. Très intéressante présentation déjà. Et il y a des espèces en compétition. Comment vous prenez ça en compte? Et deuxième chose pour la remarque, je le dis tout de suite, je pense que la géostatistique peut vous amener aussi des réponses, notamment en méthode probabiliste et propagation d'une incertitude. Alors, sur les espèces en compétition ou les espèces aux besoins antagonistes, je pense qu'après, il s'agit de choix de territoire. Le tout, c'est d'avoir connaissance, en fait, de ce dont ont besoin les espèces. Et ensuite, par exemple, effectivement, on dit que les haies, souvent, sont des corridors écologiques pour pas mal d'espèces. Mais pour un papillon, par exemple, c'est un obstacle, une haie. Donc, si on rajoute des haies, le papillon, il va peut-être en pâtir. Du coup, l'idée, c'est d'avoir donc une représentativité d'espèces vraiment différente. D'avoir des cartes d'analyse sur ces espèces pour qu'ensuite, en fonction du territoire et des enjeux de ce territoire et des choix politiques, de prioriser certaines espèces ou non, et au moins on peut agir en connaissance de cause. Voilà. Ensuite, sur la deuxième question, je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi. En fait, c'est votre dernière slide. Là. Il y a de l'incertitude sans le savoir. Et je pense que vous pouvez en générer. Non, vous parlez de cette slide-là ? Ouais. Il y a de l'incertitude ? Ah bah oui, je pense que plus c'est rouge et vous êtes plus sûr, et plus c'est bleu, vous êtes plus sûr, et quand ça passe au jaune, il doit y avoir de l'incertitude qui doit être générée. Alors du coup, par exemple... Donc il y a une propagation possible quelque part. Alors, disons qu'en théorie, on peut se dire que ce qui apparaît en jaune, là, ça peut être les là, déplacements... vous avez fait une analyse déterministe, je pense qu'une probabiliste serait très intéressante. Ok, très bien. En fait, pour tout vous dire, là c'était une carte expérimentale. Et suite à cette cartographie, il y a eu une analyse qui a été faite sur le terrain par le groupe des chiroptères de Provence, puisque cette carte-là, c'est une carte qui concerne les chiroptères, pour justement voir comment se déplacer les chiroptères sur cette zone et essayer de préciser tout ça. On en reparlera si vous voulez. Voilà. Merci.